Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens Pela Pelaka. Ici, nous prenons le temps d'aller à la rencontre de celles et ceux qui, chacun à leur manière, contribuent à l'éducation, aux médias et à l'information. Mon invité aujourd'hui est journaliste. Il a été correspondant à New York pour Bloomberg, puis à Sud-Ouest. Il dirige depuis 2019 l'APEM ou l'APEM, l'Association pour l'éducation aux médias, qui coordonne les actions d'émis des éditeurs de presse français, presse quotidienne, nationale, régionale, presse, mais aussi magazine. La PEM porte également des programmes comme Europorter, Parcours Média, l'Actu en débat et s'implique énormément à l'échelle européenne. Étienne Millian, bonjour Bonjour. et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être nous expliquer très concrètement avec vos mots ce que c'est la PEM. Alors la PEM, c'est deux choses. D'une part, c'est l'héritière des premières, mais des toutes premières associations d'éducation média qui ont existé en France. Là, je parle des années 70, puisque c'est là où il y a quelques journaux, alors quelques journaux régionaux, La Nouvelle République, Ouest France, Sud-Ouest d'un côté, des journaux parisiens, à l'époque l'Aurore, Le Figaro, Le Monde, qui s'associent dans des associations, donc des petites structures, pour pouvoir mettre en relation le monde de l'éducation avec celui des médias, puisqu'à l'époque, les journalistes ne rentrent pas dans les classes, les journaux ne rentrent pas dans les classes. Donc, il y a un effort qui est fait à cette fin des années 70 et qui amènera petit à petit, grâce à des personnalités importantes du monde de l'éducation, à la création du CLEMI, au Centre de liaison d'éducation aux médias et à l'information. Et ces associations-là, alors certaines ont continué, d'autres ont périclité. Il y en a une qui s'est appelée l'Arpège, qui était celle des journaux régionaux, qui a continué longtemps. Moi, je l'ai intégrée au nom de Sud-Ouest en 2014, je crois. 2013-2014. Cette association, pareil, elle s'est transformée. Et donc la PEM, c'est le prolongement de cela. Mais les journaux régionaux, même s'ils sont très actifs, c'est pas suffisant pour représenter tout ce qui se fait en éducation aux médias. Après Charlie Hebdo en 2015, il y a eu un regain d'intérêt pour cette matière. Enfin, c'est pas à vous que je l'apprends, ni à ceux qui regardent évidemment, mais pour ce sujet-là. Et nous, on s'est dit que c'était le moment aussi peut-être de refédérer un petit peu ces énergies. Donc on présente, vous l'avez rappelé, les éditeurs de presse, de la presse quotidienne, la presse magazine, et la presse numérique. Donc les éditeurs du SPIL nous ont rejoints, ce qui représente euh, 1 millier de marques de presse, mais hélas, je n'ai pas 1 millier de membres actifs. Et le but du jeu, c'est de fédérer les énergies, de leur proposer des solutions et de les accompagner dans le développement des solutions, toujours dans le cadre de l'éducation aux médias. Donc, pour faire la réponse courte maintenant, nous, on s'occupe des besoins, des envies, des nécessités des éditeurs de presse dans le champ de l'éducation aux médias. Alors, vous l'avez rappelé, hein, aux prémices de cette éducation aux médias d'information, dans les années 70-80, vous étiez déjà là. À quoi ça ressemblait l'éducation aux médias d'information à cette époque? Alors, il y avait un vocable, moi j'ai entendu ouais, en 2014 par là, qui s'appelait la presse à l'école, qui consistait donc d'amener la presse à l'école. Je trouve que c'était assez explicite. Ça consistait beaucoup à faire rentrer les journaux dans les classes, puis faire rencontrer des journalistes aux élèves, d'où la naissance de la semaine de la presse à l'école, par exemple. Euh, et voilà, mais ça c'est un modèle qui a perduré longtemps. C'est bien parce que ça montre que la presse a toujours été proche de l'éducation. Vous savez que dans les salles de rédaction, sociologiquement, c'est l'endroit où on trouve de plus de fils d'enseignants, les rédactions françaises. L'archétype du journaliste français, souvent on dit c'est un fils de prof. Mais c'est vrai, pour plein de raisons qui s'expliquent et plein de bonnes et de mauvaises raisons. Donc il y a quand même une concomitance ou un parallélisme, on va dire, de pensée entre ces deux mondes-là. C'est tant mieux que la presse ait continué à s'investir là-dedans. Mais au-delà de l'événement terrible de Charlie Hebdo, le monde a changé. La révolution numérique transforme les usages, transforme les entreprises de presse aussi, qui s'adaptent, hein, même ça se voit pas toujours. Et donc l'éducation média, évidemment, elle a besoin de changer, de s'adapter. C'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, quels sont les enjeux et comment vous vous adaptez justement? Les enjeux, et pour être complètement transparent, ils sont gigantesques. Ils sont gigantesques à cause de nous, en partie, à cause de l'éducation, à cause du discours sur l'éducation média. Gigantesque parce que avec le développement des fausses nouvelles, aujourd'hui l'IA, des ingérences étrangères, on a vu se construire depuis 10 ans un discours catastrophique, moi je trouve,
sur l'aspect négatif qui environne l'information, ou l'environnement négatif plutôt du monde de l'information. C'est-à-dire qu'on a répété pendant des années, attention, attention, quand vous informez, faites gaffe, il y a des dangers. Ce qui est vrai, mais on n'a pas du tout insisté sur informez-vous, c'est important, c'est essentiel pour la démocratie. Et donc, on a construit ce discours systématique autour des fake news, des fausses nouvelles, en disant dans les médias, sans définir ce qu'est un média par rapport au sens générique par rapport à un média d'information, donc avec un vocable générique qu'on n'arrive pas à définir, on ne sait pas trop de quoi on parle du tuyau, on parle du contenant, du contenu, on ne sait pas. On a construit ce discours avec un parfum négatif qui est celui du danger, de la méfiance. Renforcé ensuite par les ingérences étrangères. Aujourd'hui, on voit Vigilium partout, c'est super. Moi, ça m'inquiète un peu, au fond, que dans le discours public, la force publique, justement, les militaires, les policiers, soient ceux qu'on entend le plus lorsqu'on parle d'information. C'est quand même assez inquiétant, voire antinomique avec l'encadrement juridique et constitutionnel de la liberté de la presse. Et puis, troisième temps, avec l'IA, c'est pareil. Là, il y a une telle incompréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle. Globalement, on la résume à ChatGPT, à l'usage de ChatGPT sur son téléphone portable, mais c'est pas ça. C'est pas que ça, c'est ça, mais c'est pas que ça. Et là, pareil, on a un discours qui se construit, qui est assez simpliste ou simplificateur, parce qu'on ne connaît pas, le grand public ne connaît pas, peut-être parce qu'on l'a mal expliqué, hein, c'est important. On ne connaît pas les enjeux qui sont liés à ces questions-là en termes de liberté, en termes de démocratie, en termes d'esprit critique individuel. Je pense qu'il y a très très peu de Français qui ont conscience de ce qu'ils abandonnent en termes de liberté de choix lorsqu'ils s'en remettent à ChatGPT pour savoir comment organiser leurs vacances en Bretagne cet été. Alors que, en allant fouiller un petit peu les sites d'office de tourisme, les journaux locaux, par exemple, qui ont quand même en général pas mal de ressources, la radio locale, on trouve plein d'infos hyper intéressantes et des recommandations de restos ou d'endroits pour aller louer une planche à voile qui sont peut-être plus pertinentes que celles générées par un modèle informatique. Et justement, par rapport à tous ces enjeux que vous venez d'évoquer, quel rôle la PEM espère tenir ou tient? Alors nous, on a développé depuis un an donc une branche de formation Calliope, avec le label Calliope. Et on a fait une formation, la première cette année, qui était comment est-ce qu'on parle d'IA, justement, en éducation média, pour avoir un discours cohérent. Et donc, pour répondre très directement à votre question, le rôle qu'on a joué, c'est aider tous ceux qui sont investis dans l'éducation média à rappeler ce que c'est qu'un média d'information, pourquoi on peut avoir confiance en lui, quelles sont ses limites, quelles sont ses faiblesses, et surtout quelle est sa richesse, quelle est sa puissance. Euh, Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ce sont quand même des journaux qui ont permis d'éviter d'avoir un Premier ministre qui trichait avec l'argent public comme président de la République, d'avoir le scandale des maisons de retraite Orpea arrivé sur la place publique, le financement libyen dans le cadre de l'affaire Sarkozy qui amène au travail de la justice. Ça montre que les journalistes sont encore utiles, voire essentiels. Et c'est à ça que ça sert. Aider le grand public, pas que les enfants, hein, c'est pas qu'à l'école, l'éducation média, c'est partout, les parents aussi. Aider tout le monde à comprendre que voilà, ça c'est une richesse et qu'il faut pas l'abandonner. Et pour pas l'abandonner, il faut mieux ça serait bien de la comprendre. Aujourd'hui, il y a quand même un climat de défiance vis-à-vis des médias. On parle beaucoup de ligne éditoriale, d'indépendance des médias ou pas. Est-ce que la PEM, en tant que fédérateur de certains de ces éditeurs, a aussi une démarche peut-être de remise en question et de s'interroger aussi sur ce rapport que les lecteurs, les auditeurs ont par rapport aux médias? Moi, je vois beaucoup de méfiance qui naît à 95% de la méconnaissance en fait, et d'une confusion. Qui a un discours aujourd'hui critique vis-à-vis des médias? Plutôt le monde politique au départ. Quel candidat aujourd'hui? De plus en plus, sont de plus en plus nombreux parce qu'ils ont vu que ceux qui étaient les plus jusque-boutistes s'en sortaient finalement. C'est incroyable qu'un candidat à la présidentielle déclaré, là, il y a 48 heures, est le même qui n'invite plus de journalistes à ses conférences de presse.
Les conférences de presse en journaliste, c'est plus des conférences de presse, c'est des rendez-vous de la communication. Ça ressemble vachement à ce qui se fait à la Maison-Blanche, c'est étonnant quand même, comme méthode. Et ce sont voilà, ces discours-là qui sont des attaques finalement contre la liberté de la presse, qui nourrissent la méfiance. Parce qu'en fait, par la méconnaissance, parce qu'en fait, lorsqu'on connaît un petit peu le droit et l'économie qui entoure la presse, ben, on s'aperçoit que le système n'est pas si nul que ça. Lorsqu'on parle d'indépendance des médias, est-ce qu'on parle d'indépendance capitalistique ou est-ce qu'on parle d'indépendance de la rédaction? Il y a des clauses pour les indépendances des rédactions. Il y a un journal, La Croix par exemple, il a au moins une fois, je ne sais plus si c'est deux fois, une fois, ça c'est sûr et certain, bah, rejeté la nomination de son directeur de rédaction parce que, et ce sont les journalistes qui l'ont fait, parce que les statuts et la loi le leur permettaient. Donc il y a des dispositifs qui existent, il y a des chartes, enfin voilà, il y a des systèmes. Après, il y a le pouvoir de l'argent, là on parle d'indépendance capitalistique, ça c'est le gros sujet du moment. Dès lors que on n'est pas en contradiction avec le droit sur la pluralité des idées en France, hélas, si on n'est pas d'accord avec ces idées-là, hélas, rien ne le contraint. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut expliquer. Notre rôle n'est pas de dire il faut pas penser comme ceci, pas penser comme cela. Notre rôle, nous, à la PEM, et le rôle des journalistes, encore moins. Surtout pas. C'est plus du journalisme, c'est de la propagande. Alors, il y a des chaînes de télé qui s'habillent dans le journalisme ou des publications qui s'habillent de journalisme pour faire de la propagande. Ça a toujours existé. La presse, elle est subjective, elle est plurielle, elle est variée. Il faut autonomiser le lecteur et lui reconnaître le pouvoir et la responsabilité qui accompagnent ses choix. Personne n'est forcé à lire tel ou tel journal, à regarder telle ou telle chaîne de télé. Il y a une variété suffisante de supports, d'idéologies, de courants de pensée représentés dans la presse aujourd'hui pour y trouver son bonheur. Enfin, de Blast à l'opinion, et c'est pas du tout la même chose dans le traitement de l'information, mais il y a une richesse gigantesque. Il faut faire l'effort aussi d'aller voir. C'est ça nos devoirs de citoyens. Le but du jeu, c'est de montrer à chacun le pouvoir qu'il a et la capacité et la responsabilité qu'il a aussi à choisir comment s'informer. Qui sont les personnes que vous visez dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information? Nous, on crée des programmes, des dispositifs. On a créé une appli qui s'appelle Parcours Média, par exemple, pour accompagner tous les stagiaires de troisième et seconde qui vont en stage en entreprise, dans des entreprises de presse. Il y en a, je sais plus combien, euh, plusieurs centaines, voire milliers par an, stage de troisième et seconde. Et on va d'ailleurs sortir une version adulte l'an prochain. On est en train d'y travailler. On a créé un outil qui s'appelle l'Actu en débat pour créer des débats d'actualité. C'est-à-dire jouer avec l'information, en fait, voilà, et montrer comment, en s'informant auprès de sources légitimes, fiables, journalistiques, avec la distance critique qu'on peut avoir, eh ben, ça nous permet, un, d'enrichir notre point de vue, deux, d'échanger avec les autres. C'est un peu le but du jeu de la vie en société. Donc, on crée ces outils-là, qui sont à disposition de tous les membres de la PEM, de tous les éditeurs de presse, gratuitement, évidemment. Et pour les créer, ben, on va les tester. Donc, on vise les jeunes d'une part, parce que les éditeurs vont beaucoup dans le monde scolaire et grâce à Pass Culture aussi, ça continue à se développer, mais pas que. Plus ça va, plus on essaye de développer des solutions qui s'adressent aux adultes. Et les adultes, ça commence à la fin de l'adolescence et ça va jusqu'à la fin de la vie. Donc, il y a des éditeurs qui vont déjà dans les EHPAD, qui font des actions comme ça. Et nous, on les encourage vraiment à démultiplier. On a plusieurs tests prévus là de débats d'actualité sur des modèles transgénérationnels, par exemple. Vous parliez du pass culture tout à l'heure. Beaucoup d'acteurs de l'éducation aux médias déplorent justement la baisse des fonds autour de pass culture et du fait qu'ils ne puissent plus autant se rendre dans les établissements scolaires parce que ces enveloppes ont fortement baissé. L'argent, le nerf de la guerre aussi de l'éducation aux médias et à l'information. C'est essentiel. Alors là, je vais parler au nom des éditeurs de presse. Ils le font depuis les années 70, jusqu'à il y a très récemment, uniquement sur leurs deniers propres. C'était gratuit, entièrement gratuit. C'est des entreprises qui vont mal, qui perdent de l'argent, toutes, qui se transforment. Et Pass Culture leur a donné une bulle d'air pour pouvoir continuer cela. La gratuité, c'est bien, tant mieux quand on peut, c'est super. Et puis il y a des moments où on peut pas. Et là, en ce moment, les éditeurs ne peuvent pas. Donc c'était une super béquille. Le modèle
il s'est transformé pour être sur le papier plus égalitaire, puisqu'avant la base de calcul de Pass Culture, c'était les enseignants, enfin les classes qui voulaient participer, on parle de la part collective, hein. Aujourd'hui, c'est l'ensemble, les sommes sont calculées sur l'ensemble des élèves en France. Donc la base de calcul change, elle s'élargit, et donc la somme affectée par élève, elle baisse, donc l'enveloppe donnée à la classe ou à l'enseignant ou à l'établissement se réduit arithmétiquement. Ouais, il faut le déplorer parce que on aimerait bien pouvoir continuer sur les niveaux de la première année. C'est pas possible. Il faut faire avec ce qu'on a. Parce que c'est une chance gigantesque d'avoir déjà, même si c'est que la moitié, d'avoir déjà cette moitié-là. Bien sûr, c'est pas suffisant, mais est-ce que c'est à l'État, par le biais de Pass Culture, de subventionner l'éducation média? J'ai une question, on peut l'avoir des deux côtés. Moi, je pense que oui, en partie, parce que c'est essentiel pour les questions que j'ai évoquées. Mais il y a de la responsabilité, en l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'entreprises, de médias, dont c'est le métier, de faire ces actions-là. Euh, L'audiovisuel public y est contraint par la loi de 86. Est-ce qu'il le fait assez? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain que tout soit fait à l'échelle de ce qui pourrait être fait. Il y a des contraintes budgétaires aussi, etc., sont compréhensibles. Mais oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Oui, l'État nous aide. Insuffisamment, oui, mais il faut pas rester les bras croisés en attendant que l'argent revienne. Ça n'arrive, il reviendra pas. Pas tout de suite, en tout cas pas comme ça. Alors, il faut aller le chercher où cet argent? Nous, c'est pour ça qu'on crée un fonds de dotation qui va aller chercher de l'argent auprès d'acteurs privés, d'entreprises. Parce que on est convaincu que la RSE, responsabilité sociale des entreprises, tous les positionnements des marques aujourd'hui sur les valeurs, eh ben, ils peuvent se matérialiser par un engagement à caractère démocratique, on va dire, autour des notions d'information. Donc le but du jeu, on y travaille, pour l'instant on n'y est pas encore, mais on y travaille, c'est de créer ce fonds, collecter de l'argent auprès de mécènes privés et le redistribuer auprès d'acteurs d'éducation aux médias, directement des éditeurs ou associés à des éditeurs, donc ça peut être des associations par exemple, dans le cadre d'après à projet bisannuel. Alors, du coup, au niveau du calendrier, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que d'ici la fin de l'année, on va pouvoir communiquer autour de ce fonds? Qui peut y prétendre? Est-ce que même si pour le moment, vous êtes encore dans cette phase de solidification, est-ce qu'on peut en dire un peu plus? On est en pleine phase de cristallisation effectivement des énergies, etc. On boucle le conseil d'administration là dans les semaines qui viennent, pardon, et on espère pouvoir lancer le premier appel à projet en septembre. Ça serait bien. L'idée, c'est d'avoir trois types de projets soutenus, court terme, moyen terme, long terme. Donc la somme, évidemment, sera en fonction de la durée des projets, la somme allouée. Et le nombre de projets soutenus dépendra du nombre de collectes, du montant de la collecte qu'on a réussi à réaliser. Qui prétendra, nous on travaille pour les éditeurs de presse, donc c'est pour les accompagner, les aider à le faire, pour qu'ils continuent à pouvoir remplacer les journalistes qui vont dans les établissements, qui vont à la rencontre du public. Mais pas que. On pense que les associations qui s'associeraient avec des éditeurs ont tout à fait leur place dans ce type d'action. Moi, oui, ça peut être une étude d'impact sur, je sais pas moi, on parlait du troisième âge, le troisième âge et l'information. Quelqu'un veut faire une étude, s'il s'associe avec un petit journal départemental pour faire son étude dans deux, trois départements ou des journaux départementaux pour faire des études justement deux ou trois départements, ça peut être super. Et ça aurait tout à fait sa place là-dedans. Une association d'éducation aux médias qui s'associe pareil avec un éditeur national ou local pour des projets. Ça aurait tout à fait sa place. C'est important parce que autant je suis pas d'accord avec le fait que à la campagne il y a moins d'éducation média qu'en ville. Je pense qu'au contraire, il y a des initiatives beaucoup plus pertinentes et percutantes à la campagne. Autant il y a des territoires qui sont oubliés, les territoires ultramarins sont très mal desservis sur l'éducation média. Euh, Vu la quantité d'habitants et le nombre de projets qu'il y a, c'est largement insuffisant. Et la distance fait qu'il y a peut-être aussi une dépendance aux médias et moins de variété, une variété plus difficile d'accès, et que c'est quelque chose sur lequel il faut investir. Et puis pareil, il y a des territoires
au cœur de Paris, où il y a très très peu ou au cœur de grandes métropoles d'ailleurs, parfois où il y a pas beaucoup par rapport à la périphérie, c'est assez étonnant. Un mot peut-être sur les rencontres à peine qui auront lieu le 17 juin et le prix aussi à peine qui est qu'est-ce que c'est le prix va être décerné aussi le 17 juin. Qu'est-ce que sont Ouais. ces rencontres? Alors, on va commencer par par le prix. Le prix, donc, c'est pour honorer la meilleure initiative éducation média portée par un éditeur de presse. Parmi les 1000 marques de presse donc, qui sont rattachées indirectement ou directement à la l'APEM, on espère bien qu'il y aura suffisamment de candidats pour trouver. Voilà, non, mais il y a des gens qui se bougent toute l'année. Et c'est montré quand même que c'est important. Il y a des critères d'évaluation, notamment la reproductibilité des opérations qui sont menées. Voilà, est-ce qu'on peut le faire ailleurs? Ou est-ce que c'est propre à un territoire ou propre à une classe d'âge? Voilà. Donc c'est un prix qui est doté de 1 500 euros. Ça aide un petit peu, c'est pas gigantesque, mais le jour où on aura plus, on partagera plus, ça sera bien. Mais le but du jeu, c'est voilà, c'est vraiment de mettre en lumière ces actions parce que encore une fois, hein, quand vous habitez en province, mais même à Paris d'ailleurs, que vous devez aller dans un établissement scolaire ou à la rencontre d'une médiathèque et que c'est à 1 heure et quart de transport de chez vous, en voiture, ça coûte plus cher avec l'essence, mais en transport en commun, ça prend quand même du temps, et ben, vous en faites une dans la journée au total. Alors parfois, on va plusieurs fois au même endroit et on fait plusieurs ateliers, mais globalement, c'est quand même vachement chronophage et ça mange beaucoup d'argent aussi. Et donc ces choses-là, qui ont été faites gratuitement longtemps par par les journaux, qu'on arrive à compenser avec Pass Culture, c'est méritoire. Donc il faut continuer, compenser un petit peu. Et c'est méritoire. Donc il faut continuer à les aider. Et le prix sert à ça. Donc on remet le prix à la fin des rencontres. Les rencontres, c'est le moment de se rassembler pour échanger. Donc on a deux tables rondes avec une thématique. Donc c'est quel avenir pour le MI? Pourquoi on pose cette question cette année? C'est parce que il y a 2, 3 ans de ça, il y avait quand même les États généraux sur l'information, dont la première recommandation sur 10 était de renforcer l'éducation aux médias et à l'information. Alors dans le milieu scolaire, c'est ce qui était dit, mais renforcer l'éducation aux médias, moi je pense qu'il faut que cette proposition a été insuffisante. Il faut dépasser le monde scolaire dans les textes, hein. Et qu'on n'a toujours pas de transposition en mode législatif, pas du tout. Voilà, il n'y a pas de texte de loi. Alors, il y aurait un texte qui serait passé déjà au Conseil d'État, pourrait être soumis au Conseil des ministres. On ne sait pas plus. Il reste un an de gouvernement, un Parlement très fragile. Notre espoir de voir ce texte se transformer, de pouvoir le discuter est limité. Donc, on pose la question, voilà. On dit maintenant, c'est quel avenir pour l'éducation aux médias, puisque le législatif, enfin, l'exécutif et le législatif ne sont pas au rendez-vous là-dessus, d'une part. Deuxièmement, la contrainte budgétaire pose beaucoup de questions. Enfin, c'est ce que vous abordez souvent dans vos conversations. Moins d'argent de l'État, des engagements peut-être de certains services de l'État autour de l'éducation et des questions de l'éducation média, des promesses pas tenues. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On vous avait évoqué la baisse des crédits dans Pass Culture pour les raisons qu'on connaît. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour l'éducation média? Donc on a deux tables rondes. Euh, la première qui est vraiment sur l'évolution de l'éducation média, la deuxième qui pose la question de savoir si l'éducation média est soluble dans la culture numérique. Parce que finalement, si on lui donne pas un statut à part, si on lui donne pas des moyens à part, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce que par nature, elle peut être attachée à quelque chose d'autre ou au contraire, sa nature fait que elle est indépendante? Moi, je crois qu'il n'y a rien de pire que la culture de l'outil. Je sais pas si vous savez, mais moi je ne sais pas quelle sera la technologie dominante dans 5 ans, quel sera l'outil dans 5 ans. Est-ce qu'on sera tous encore avec ça ou avec des téléphones portables ou avec autre chose? Personne n'en sait rien. Enfin voilà. Donc la culture numérique qui est un langage, une culture aussi, mais qui passe par les outils, est-ce qu'elle est complètement compatible avec l'éducation média ou est-ce que celle-ci a une nature différente, exceptionnelle? Moi je crois que c'est plutôt ça. Et auquel cas il faut lui donner peut-être un cadre pour s'exprimer. Ce sera le 17 juin. Hein, à Paris, à l'auditorium du Parisien. C'est gratuit. Il y a des invitations qui circulent, notamment sur notre LinkedIn.
Eh ben, très bien, on invitera donc les personnes qui le souhaitent à se renseigner et à venir donc le 17 juin sur Paris pour ces grandes questions autour Voilà. de l'EMI. Et alors, on aura parmi nous la présidente de Passe Culture qui sera là, euh, le Clémy évidemment, et nous aurons Sylvie Robert, parlementaire Sylvie Robert qui a accepté de venir, puisque là, elle est très intéressée par le sujet des EGI. Nous avons invité la ministre de la Culture pour l'ouverture. J'attends toujours la réponse. Merci beaucoup, Étienne Millien, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le rendez-vous est pris pour le 17 juin. D'ici là, nous on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Que la force de l'esprit critique soit avec vous.